Bien, nous allons commencer, si vous voulez bien. Merci d'être là, merci d'être nombreux pour cette nouvelle investigation dans le cadre du séminaire Psychanalyse et littérature, nouvelle investigation du domaine de la peinture. Après Vermeer, donc Gustave Klimt. Je vais laisser la parole rapidement à Emmanuel Sabouret qui va vous présenter Yves Cobry, notre intervenant d'aujourd'hui. Je veux simplement vous dire, d'abord vous redire que l'heure définitive à laquelle ça devrait commencer 8h30, ça reste encore 9h moins le quart, mais il faut qu'on y arrive, parce que j'ai des problèmes avec la sécurité, il tolère encore jusqu'à 9h, mais il faut qu'on arrive à commencer à 8h30. Il est d'usage de vous dire aussi, pour les interventions qui vont suivre, de vous recommander ce que les intervenants souhaitent que vous lisiez. Donc dans la feuille que vous avez dû prendre à l'entrée, c'est le même programme avec rajouté donc les lectures. Simplement vous dire que pour Paul Denis, qui viendra la fois prochaine, il est question de lire La peau de chagrin de Balzac et qu'il n'y a pas forcément de texte psychanalytique à lire en regard, si ce n'est bien évidemment son dernier livre sur l'emprise. Jacques Hockman, alors lui, vous avez vu, donne une littérature suffisamment conséquente autour de Lovecraft et de Bion, y compris le Houellebecq, qui est son premier texte sur Lovecraft. Donc il faudrait que vous commenciez dès à présent pour pouvoir écumer les 8 références qu'il vous donne à lire. Je suis très heureux aussi de vous dire que enfin le fameux colloque Babel qui fêtera les 10 ans de ce séminaire déjà aura bien lieu, qu'il aura lieu le 21 juin, fête de la musique, c'est une date définitive, et qu'il aura, j'avais mis un point d'interrogation, mais qu'il aura aussi lieu à la Sorbonne, donc dans un endroit emblématique, et qu'en effet tous les intervenants pressentis ont confirmé, donc Julia Kristeva qui interviendra sur Colette, sur Sido, Catherine Chabert qui a changé de thème et qui n'interviendra plus sur le plaisir de Ophuls, mais qui interviendra sur Personne McCullers, Le cœur est un chasseur solitaire. Philippe Jamet qui interviendra sur L'étranger de Camus, Jean Gilibert qui interviendra sur Rimbaud, Odon Vallée qui interviendra sur Oscar Wilde, Alejandro Rojas Urrego qui interviendra sur Gabriel Garcia Marquez et André Green qui introduira sans intervenir sur quoi que ce soit mais qui présentera l'ensemble des interventions des autres et qui les discutera. Voilà, donc c'est confirmé, c'est bien le 21 juin, c'est bien à la Sorbonne, c'est bien toute la journée. Dernier point, le libraire n'a pas pu venir aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés à acheter les publications Babel, à la fois le premier tome et le deuxième tome qui va arriver, nous organiserons la fois prochaine avec l'arrivée de Paul Denis, enfin nous essayerons de faire en sorte que la librairie soit là aujourd'hui, si ce n'était pas possible. Je passe donc la parole à Emmanuel Sabouret qui coordonne avec Pierre Lévy-Soussan et moi-même ce séminaire et qui va vous présenter l'intervenant d'aujourd'hui. Donc on a la chance ce soir d'accueillir Yves Cobry, critique d'art, historien d'art, et surtout commissaire d'exposition, avec 2 expositions emblématiques par le passé, celle de 86, dont tout le monde se souvient, à Beaubourg, sur la Vienne du début de siècle, et surtout et puis celle de 92, à la Seita sur les Gonchies, tenue particulièrement à cœur, et qui ce soir donc va nous parler de Gustave Klimt, sur ses aspects descriptif, qui ouvrira sûrement à une discussion peut-être plus psychanalytique derrière. Merci. Oui. Comme Sabouret l'a dit, voilà une exposition qui avait été faite au Centre Pompidou en 1986, le trempait presque 2 siècles, c'est-à-dire il y a très longtemps maintenant. Des souvenirs lointains et peut-être aussi d'ailleurs que le souvenir de Klimt qui avait été à l'affiche, peut-on dire, pendant quelques années, c'est en train de s'éclipser.
peut-être d'ailleurs, n'est-ce pas une mauvaise chose? Pourquoi? Bon, cette conférence sur Klimt intervient après celle qu'avait faite Emmanuel Savoie-Briand sur Schiele. Donc Schiele est le fils, après le fils, le père. Pourquoi ce n'est peut-être pas une mauvaise chose? Car la réception de Klimt en France, mais pas seulement en France, en monde, était extrêmement curieuse. Voilà un artiste qui a été extrêmement célèbre en Autriche, du moins à son époque, au point que le début du siècle en Autriche, cette période glorieuse, cette période dorée qui s'étend de 1890 ou 95 à 1918, avait été appelée entre les deux guerres l'ère de Klimt. Et puis, en France, bien sûr, il n'a pas joui, il n'a pas bénéficié d'une telle notoriété. Mais le souvenir de Klimt, bon, ensuite c'est terni, c'est éclipsé, il n'a pas été tout à fait oublié en Autriche et pour cause. Néanmoins, la première monographie qui était consacrée à Klimt en Autriche, en langue allemande, date de 1967. Aucune étude n'avait été faite auparavant. C'est-à-dire que Klimt est resté dans une sorte de purgatoire pendant 50 ans. À l'image de celui qui est un peu son alter ego, Gustav Mahler. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, il y a une grande similitude entre les deux hommes et surtout entre les deux œuvres, entre le compositeur et le peintre. Très longtemps, et surtout en France, la musique de Mahler a été considérée comme une sorte de pot pourri wagnérien, une musique lourde, germanique. Et la peinture de Klimt a été considérée comme une peinture décorative. Mais elle est toujours considérée ainsi. Car si petit à petit, la musique de Mahler a été beaucoup mieux comprise, ça n'a pas été le cas de la peinture de Klimt. Ou plutôt, Klimt a été connu en France à partir de cette exposition donc pluridisciplinaire organisée au Centre Pompidou, a été réellement célèbre, mais c'est sous une sorte les peintures de Klimt ont servi de posters, ont tapissé le fond des boutiques de mode. Il y a guère de livres érotiques qui sortent depuis une quinzaine d'années et qui sont portés un tableau, plutôt un fragment de Klimt sur la couverture. Et cette perception de Klimt, enfin en tant que peintre érotique à juste titre, en tant que peintre décoratif, à mon avis, il s'agit là d'une erreur, à finir par obscurcir l'œuvre, ou plutôt à parasiter le sens de l'œuvre de la peinture. Donc, l'objet de cette conférence, c'est en quelque sorte de tenter de regarder Klimt autrement, pas uniquement comme un peintre décoratif, mais voir de quelle manière l'ornement prend un sens dans l'œuvre et dans la peinture. Je disais donc, bon, avec Klimt, on a affaire à la génération des pères par rapport à Schiele, car c'est la première génération viennoise. Klimt est né en 1862, Freud était né en 56, Mahler en 60, Arthur Schnitzler en 62, comme Klimt. On a donc là une constellation de la première génération qui se
sera suivie d'une seconde, parfois en révolte contre les pairs, comme ça a été le cas pour Karl Kraus, parfois se situant dans la succession des pairs, comme ça a été le cas précisément le rapport de Schiele à Klimt, ou encore de celui de Schönberg à Mahler précisément. Donc, je vais essayer tout de même, dans la mesure où je parle à des psychanalystes, je parle d'une société de psychanalyse, de montrer enfin ce parallèle qui peut exister, et je laisserai peut-être la parole pour cela à Schorske, qui est une sorte de la référence dans ce que j'appellerais la viennologie, qui a été dans ce livre que certains d'entre vous, sinon la plupart d'entre vous, je pense, ont lu, et qui s'appelle La Vienne fin de siècle, où il a donné un aperçu qui était extrêmement complet, surtout extrêmement profond, des différents aspects de cette Vienne de la fin du siècle. Voilà ce que dit Schorske. En dépit de leurs différences de fortune et de gloire, Klimt et Freud avaient beaucoup en commun. Ils tirèrent parti de leur crise personnelle de maturité pour donner une dimension radicalement nouvelle à leur œuvre. Ils rejetèrent résolument le réalisme naturaliste qui avait prévalu pendant leurs années de formation et larguèrent les amarres qui les rattachaient l'un au biologique à la biologie et à l'anatomie, l'autre à la psychologie et à l'art. Cherchant à prendre le large et s'écartant d'une conception substantialiste de la réalité, ils plongèrent en eux-mêmes et s'embarquèrent dans un voyage intérieur. Lorsqu'ils portèrent le résultat de leur exploitation à la connaissance du public, ils se heurtèrent aux résistances plus ou moins fortes de l'orthodoxie universitaire libérale, rationaliste et celle des antisémites. Face à cette hostilité, Freud et Klimt quittèrent l'arène politique pour se réfugier dans les milieux restreints qui croyaient en eux, afin de préserver leur nouveau terrain, Et je crois que c'est là où on se situe sans doute, c'est dans le parcours, l'itinéraire, qu'on peut établir un parallèle entre Freud et Klimt. Car, non pas évidemment, il n'y a jamais eu de relation personnelle entre les deux hommes. Klimt ne comprenait pas grand-chose ni à la philosophie, ni à la psychologie, encore moins à la psychanalyse, et Freud n'entendait pas grand-chose à l'art moderne. Il y a eu donc deux chemins qui étaient divergents, parallèles en ce sens, que chacun d'eux a établi une rupture par rapport à eux-mêmes et assez tardivement. Je crois on peut, si vous pouvez passer là. Car je suis en train de parler du protagoniste et on pourrait dans le même temps voir. Merci. Non. L'image de Klimt. Oui. Les débuts ne furent pas les mêmes, c'est-à-dire que Freud est resté longtemps un anonyme, travaillant dans son coin, alors que Klimt, dès le départ, a été extrêmement célèbre. Mais non pas célèbre en tant que chef de file de la sécession, ce qui deviendra après, en 97, mais en tant que peintre académique. Après avoir fait des études à l'école des arts décoratifs, il est rentré dans l'atelier du peintre officiel de l'époque autrichien,
autrichien qui s'appelait Hans Makart, qui était un décorateur et un peintre officiel qui se prenait d'ailleurs pour une sorte de Rubens du début du siècle. Et là, Klimt y a fait ses classes. Très tôt, il a obtenu des commandes pour décorer des théâtres, d'une part en province, dans l'actuelle Tchéquie, notamment à Karlovy Vary, mais aussi à Vienne, où il s'est vu confier la décoration des fresques du Burgtheater, qui est le grand théâtre national autrichien. Donc, on a là un peintre à succès qui aurait pu continuer sur ses succès de peintre académique, à la manière d'un Carolus-Duran ou d'un Gérôme, dont il était le pendant autrichien, et qui a fait sécession. Et qui avant tout a fait sécession par rapport à lui-même. Quand se situe la rupture, on peut la situer assez précisément en 1895. On situe le premier tableau, donc je n'ai pas ici la reproduction, j'ai pris seulement un échantillon restreint. En 1895, avec un tableau qui s'intitule Les âges de la vie, que vous connaissez peut-être, qui représente un couple s'embrassant dans une peinture encore très conventionnelle. Seulement au-dessus de ce couple se situent les âges de la vie, avec notamment une tête grimaçante et morbide. Ce thème, Klimt va le reprendre et va le traiter à plusieurs reprises au cours de sa vie, au cours de son itinéraire. Et la rupture véritable intervient en 97, 98, qui est la date de la fondation de la sécession, qui porte bien son nom, puisque autour de Klimt, qui est déjà ce peintre connu, enfin, portant les espoirs de la peinture officielle, rompt donc avec Makart, ou plutôt avec ses disciples, et avec une poignée de jeunes peintres, quitte l'organisation officielle, l'association des artistes autrichiens, pour fonder un groupe indépendant qui nomme la sécession. À côté de Klimt, qui était présenté dans cette robe, c'était une photo assez tardive de la fin de sa vie, où il avait une cinquantaine d'années, une photo colorisée d'Emilie Flöge, qui a été la muse, l'inspiratrice, la maîtresse, bien sûr, la seule d'ailleurs à laquelle il soit demeuré fidèle sa vie durant, et qu'il a représentée à plusieurs reprises, et qui avait une maison de couture, une maison de mode, et qui a confectionné aussi des robes. Il peignait le motif, elle confectionnait la robe, et lui ensuite peignait la robe, ou plutôt le modèle dans la robe. Donc ça a été à la fois la muse, l'inspiratrice et la complice de toute sa vie. Donc, on en arrive à l'œuvre proprement dite avec ce tableau de 97 qui est la Pallas Athénée, qui se trouve au musée de la ville de Vienne. Heureusement, elle est un peu... Ici, on voit comment Klimt, à partir d'un thème, d'un sujet conventionnel, qui est la Pallas Athénée, traite
ce thème. Autrement dit, la Pallas Athénée, est-ce qu'on voit? Oui. Qui a les traits d'une séductrice viennoise, dont les cheveux dépassent du casque. La plaque pectorale qui se trouve donc ici représente une gorgone qui tire la langue. Et dans la main droite, elle tient donc à la place de l'Athéna Niké, se trouve en fait une petite Athéna qui est une sorte de reproduction d'un autre tableau de Klimt représentant la Nuda Veritas. Malheureusement, la photo est coupée un peu, ou plutôt le tableau est coupé, c'est-à-dire on ne voit pas la manière dont il a traité le fond se servant d'un fond de vase grec avec une sorte de tête de Janus, mais donc on a ici quelque chose qui est extrêmement différent d'un tableau, par exemple, de la même époque, enfin, ou même qui est de 1902, de Stuck, peintre sécessionniste berlinois, représentant aussi Athéna, mais une représentation grandiloquente. Ici, en fait, la citation est complètement détournée par la force de l'ironie. Suivant, s'il vous plaît. Alors, cette photo n'est pas très bonne, mais elle ne peut pas être meilleure, car il s'agit d'une reproduction faite d'une photo de l'époque, d'un tableau qui a disparu, qui représente, donc fait partie d'une fresque qui a été commandée à Klimt qui devait orner l'université de Vienne, ou plutôt l'Aula Magna de l'université de Vienne. À partir de je crois que c'était en 1897, le ministre de l'Éducation et de la Culture libérale, qui s'appelait Hartel, décide de passer la commande à Klimt de 3 fresques qui devaient orner l'université, l'une consacrée à la philosophie, l'autre à la médecine et la 3e à la jurisprudence. Ces fresques donneront lieu à un scandale culturel énorme qui va secouer Vienne et dont le protagoniste a été Klimt. Pourquoi? Parce que, en confiant ces fresques à Klimt, ils espéraient naturellement, Klimt avait encore la réputation d'être un artiste officiel. Donc ils espéraient une représentation beaucoup plus conventionnelle. Ici, sur cette image qui représente la philosophie, qui a été la première des 3 fresques. Oui, j'ai oublié de vous dire que il s'agissait en fait, non pas de vraies fresques, mais elles étaient de toiles destinées à être marouflées sur le plafond de l'université. Et vous connaîtrez la fin de l'histoire, c'est-à-dire qu'en 1905, Klimt a racheté ces fresques qui avaient été refusées. Il les a gardées par devers lui, et ces fresques se sont retrouvées dans la succession
Klimt. Toujours est-il qu'en 1945, elles avaient été entreposées dans un château en Styrie et où se trouvaient des soldats d'une division SS qui, le 8 mai 1945, a mis le feu au château et les fresques ont été détruites. Si bien que ces fresques qui constituaient peut-être l'œuvre maîtresse de Klimt ont disparu. On ne les connaît plus que par reproduction, des mauvaises reproductions, et on est obligé finalement de se livrer à un effort pour essayer de les reconstituer. Si cette fresque, donc la première qui a suscité le scandale des universitaires libéraux, c'est ce que disait Schorsk, parce qu'on attendait de Klimt donc une représentation conventionnelle. Jodl, qui a mené ensuite, qui a fait une pétition contre ces fresques, disait il aurait dû représenter une sorte d'école d'Athènes, mettant les philosophes en discussion. Au lieu de quoi, Klimt présente une sorte de nébuleuse. Il ne s'est jamais expliqué sur le sens, donc on en est réduit à des hypothèses. La seule chose que l'on sache réellement, c'est que le personnage en bas représente la connaissance, le Wissen. C'est le seul personnage, comme vous le voyez, qui est peint, qui est représenté clairement sur cette peinture. Donc, à gauche, cet enchevêtrement de corps, qui reviendra souvent dans l'œuvre de Klimt, qui représente l'humanité souffrante. Et puis au centre, donc, cette figure qui est une sorte de sphinx, probablement, et pointilliste. On a d'abord pensé que Klimt avait été influencé, on a pensé à la philosophie de Schopenhauer et de Nietzsche pour représenter cette figure. Je pense, quant à moi, et finalement j'ai pu en convaincre Schorsk, à l'époque, en fait, il s'agit bien davantage de la conception de Ernst Mach. Ernst Mach, qui était un physicien, le nom, en fait, on se souvient essentiellement du nom à cause de Mach, la vitesse du son, mais qui a eu la chaire d'épistémologie à l'université de Vienne, et qui a joué un rôle immense à l'époque, pas seulement à Vienne d'ailleurs, mais dans toute l'Europe. Pour lequel, pour Mach, le sujet n'est plus que la résultante transitoire de l'interaction entre des complexes de sensations, les temps, les espaces, les couleurs, les sons. Donc, ni la chose en soi, ni le moi ne peuvent exister indépendamment l'un de l'autre. Une phrase de Mach est restée célèbre, le moi est insauvable, das Ich ist unrettbar en allemand. La formule est un peu énigmatique, il s'en est expliqué. Quand je dis le moi est insauvable, je veux dire par là qu'il réside dans la perception par l'homme de toutes les choses, de toutes les manifestations, que ce moi se dissout dans ce qu'on peut entendre, voir, toucher. La réalité est en mouvement perpétuel, en reflet, changeant à la manière d'un caméléon. C'est dans ce jeu de phénomènes que se cristallise ce que nous appelons notre moi. De l'instant de notre naissance jusqu'à notre mort, il se transforme sans cesse.
Alors, c'est sans doute donc la philosophie de Marx que dans Klimt a eu connaissance indirectement, car on en parlait beaucoup dans les cafés, ses amis, notamment Schnitzler, qui était à ce point influencé par Marx, qu'il avait pensé écrire un livret d'opéra consacré à Marx, qui suivait ses cours, tout comme Hofmannsthal, qui tous deux étaient des amis de Klimt. Donc on peut penser que Klimt, même s'il n'a pas lu les écrits de Marx, en a eu connaissance indirectement. Suivante, s'il vous plaît. La philosophie avait fait déjà scandale, qui était que Klimt avait présenté pour la première fois donc, en 1900. L'année suivante, en 1901, il a présenté la deuxième fresque, qui est celle de la médecine, qui fera encore davantage scandale. Pourquoi? Je parle ici dans un hôpital. Là encore, le centre est occupé par l'humanité souffrante. La photo n'est pas très nette. Qui se trouve enchevêtré à droite. Malheureusement, comme les images, les photos sont assez mauvaises, on voit mal. Klimt a sans doute été influencé, il a sûrement été d'ailleurs influencé par La Porte de l'Enfer de Rodin. On se voit. Hein. Et puis, à gauche, cette figure féminine qui incarnant le plaisir, le pubis offert, tendant sa main gauche nonchalamment à l'humanité souffrante. Je ne sais pas si on voit ici la figure de la femme enceinte, représenter une femme nue enceinte n'était pas évident. Et puis devant, la seule figure présentée de manière nette, comme pour la philosophie, la connaissance, il s'agit ici d'Igeia, donc la médecine, tournant le dos à l'humanité souffrante, représentée en tant que femme fatale et hautaine. Alors, à la suite de la médecine, une pétition a été faite, signée par 87 universitaires, menée par Jodl, et qui réclame, enfin qui demandait que la commande ne soit pas, que les fresques ne soient pas montrées et surtout ne soient pas marouflées à l'université. Parmi ces 87 professeurs, ces sommités, se trouvait Zygmunt Exner, là où le chemin finalement se croise de Klimt et de Freud, car, comme vous le savez sans doute, Zygmunt Exner, qui avait pris la direction du laboratoire de Brugge, avait été un des maîtres de Freud, enfin de 10 ans son aîné, et Freud d'ailleurs s'est adressé à lui en 1901 pour obtenir sa nomination comme professeur, extraordinaire, ce qu'il obtiendra 3 ans plus tard en 1904. Exner étant effectivement intervenu en faveur de Freud, paraît-il. Par rapport
à ce groupe, c'est là où il y a eu un débat, une controverse, un autre groupe d'une vingtaine, de 22 personnes, qui était conduite par l'historien d'art Vico, qui a défendu Klimt et la peinture moderne. Avec Vico se trouvait Alois Riegel. Et là, on a d'ailleurs Jodl, qui était professeur de philosophie, a occupé ensuite la première chaire d'esthétique à l'université de Vienne. Suivante, s'il vous plaît. La troisième fresque a fait déborder le vase, en quelque sorte. Mais là, Klimt, décidément, littéralement s'est livré à une provocation à la suite de la pétition dont il a été profondément blessé pour représenter la jurisprudence. Dans une première esquisse, il représentait pour la jurisprudence la loi brandissant un glaive. Ici, on a le condamné, l'accusé en tout cas, qui se trouve pris dans une sorte, d'une pieuvre aquatique, sorte matricielle. L'accusé ou le condamné est représenté de manière extrêmement réaliste. La pieuvre, comment ne pas y penser, représente la pieuvre de la justice. Tout autour, les trois Érénies, qui reviendront, enfin, les instincts, la force des instincts, des pulsions. Et puis, dans une perspective renversée, pris dans une sorte de maçonnerie byzantine, la loi, la justice et la vérité. Donc, vous voyez ici que le décor n'est absolument pas anodin, mais chargé de sens, puisque les figures ornementales représentent en quelque sorte des abstractions qui font contraste avec le réalisme avec lequel est représentée à la fois la souffrance du condamné expiant ses fautes et puis la prégnance des instincts mauvais représentés sous la forme de ces trois formes. Suivante, s'il vous plaît. On trouve ensuite la réponse de Klimt. Oui. Alors, à la suite de la jurisprudence, naturellement, qui n'a pas été acceptée, la jurisprudence a été date de 1902, 3 à peu près. Klimt donc finalement a fini par racheter à l'État, puisque ces fresques lui avaient été partiellement payées, ces fresques en 1905, et donc s'est retiré en quelque sorte. C'est une rupture avec les autorités officielles. Il va néanmoins peindre encore une fresque qui fait partie de ce même cycle, qui est la frise Beethoven, en 1902. Donc les deux fresques, d'une certaine manière, se chevauchent. La fresque de la jurisprudence, enfin bon, il s'agit, et la frise Beethoven.
est-il de rendre cette fresque où il faudrait, car il s'agit en fait de 3 fresques, donc vous verrez vous en verrez 2, qu'on peut voir encore actuellement dans le bâtiment de la Sécession à Vienne. Elles avaient été en très mauvais état, elles ont même été partiellement détruites pendant la guerre en 1945, elles ont été reconstituées, peut-on dire, restaurées en tout cas, il y a une dizaine d'années, et remises en place. En 1902, dans le bâtiment donc de la Sécession, à l'occasion d'une sculpture en fait de Beethoven par Klinger, qui était une énorme sculpture en porphyre rouge, était en quelque sorte, ça a été une installation, une première installation, puisqu'autour de cette sculpture, on a la Sécession cette fois-ci, non pas les autorités officielles, mais la Sécession a décidé de confier à Klimt de peindre des fresques sur 3 fresques, donc en même temps pour l'inauguration de la sculpture. Et Klimt a tenté par ces fresques de trouver une correspondance à la temporalité musicale. Il est assez difficile de s'en rendre compte ici. Il faudrait un déroulé panoramique. Toujours est-il qu'on a 2 frises latérales, l'une, la première que vous voyez ici, où là encore, l'humanité souffrante se tourne vers le preux chevalier, en attendant la délivrance. Ça, c'est la première, la suivante, s'il vous plaît. Ah, il y a une inversion. Donc, si vous pouvez passer l'autre après. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, on y est. Le panneau donc la frise centrale représentant les puissances du mal ou les puissances ennemies. C'est en 2 peut-être. Alors, est-ce qu'on pourrait passer la suivante dans l'autre? Merci. Non, si on peut avoir les 2 en même temps. Non. Bon, alors, car en fait, c'est la fraise centrale qui est coupée en 2. Non, la suivante. Voilà. Donc, celle-ci et la suivante font partie, c'est le même panneau central de la fresque, représentant le géant Typhée, mais qui est ici est coupé en 2, c'est pour ça on ne s'aperçoit pas que c'est un géant, avec les 3 gorgones que vous voyez ici, toujours ce thème enfin, des 3 gorgones avec une inspiration égyptienne pour le traitement des corps, au-dessus des têtes qui incarnent respectivement la maladie, la folie et la mort. La suivante, s'il vous plaît. Voilà. Oui, alors le géant Typhée est toujours coupé en 2. Donc vous voyez, c'est la partie droite cette fois-ci, avec les 3 femmes incarnant la luxure, l'impudence et l'excès.
malheureusement, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Enfin, toujours est-il que vous voyez le réalisme avec lequel sont représentées les puissances ennemies, qui font contraste avec le premier panneau qu'on a vu au départ, et avec le chevalier représenté de manière conventionnelle. Et puis, si vous pouvez passer le suivant, je crois que... Non, pardon. Excusez-moi, j'ai un problème avec les... Bon. Le troisième panneau, qui s'appelle La recherche du bonheur, trouve son accomplissement dans la poésie. Donc, vous devrez faire preuve d'imagination, car je ne dispose pas ici de la reproduction. Je m'en excuse envers vous. Voilà. Encore une, parce qu'il y a eu, non, celle qui avait été déplacée, qui s'était entreposée, je voulais vous montrer, voilà. Non. En arrière, s'il vous plaît. Encore. Encore. Encore une. Encore. Voilà. Bien. Ce tableau qui s'appelle Les Poissons rouges avait d'abord été intitulé par Freud à mes détracteurs. Tout de suite après, il a peint tout de suite après les fresques de l'université. À mes détracteurs, on comprend pourquoi, puisqu'on a à nouveau la femme qui offre son postérieur au premier plan. Ce tableau, d'ailleurs, devait figurer dans une exposition officielle à Vienne, et le ministre de l'Éducation et de la Culture, Hartel, l'a fait retirer. Et puis donc, le poisson, et vous voyez ici le rôle de l'ornement, puisqu'on a une sorte, elle semble flotter, ces femmes dans un liquide, et en creux des deux corps se dessine donc le poisson. L'ornement doré est constitué par le poisson rouge en creux, qui répond donc au premier poisson situé à gauche, au premier plan, qui épouse la forme naturellement féminine de la chute des reins et de la fesse. Avec le visage inversé dans les cheveux qui se trouvent ici, et qui à la fois évoque les cheveux et à la fois un autre poisson. On a donc ce jeu, enfin des différentes surfaces, hein, et chez Klimt toujours, où l'ornement, comme vous le voyez, n'est jamais gratuit. La suivante, s'il vous plaît. Voilà ce tableau qui a fait un scandale inouï à l'époque, mais pas seulement à l'époque, car encore en 1986, au moment de l'exposition au Centre Pompidou, on a voulu placer ce tableau qui se trouve, la reproduction de ce tableau d'ailleurs en couverture du catalogue, on a voulu le placer sur les murs de Paris,
et on nous l'a déconseillé, ça a été interdit. Donc, quelques 70 ans après, le sujet passait toujours pas. De l'espoir, c'est-à-dire de la femme nue enceinte, mais surtout avec la reprise en haut de la tête décavée et du crâne, une reprise donc de ce premier tableau de Klimt sur les âges de la vie, le thème des âges de la vie, où en quelque sorte les différents âges de la vie de l'enfant à venir sont déjà inscrits en haut, au-dessus de la tête de la mère. Et puis, ce tableau qui est aussi de 1903, c'est-à-dire de la même année de l'année suivant les poissons, ce tableau où on retrouve de la même année que la fresque, la dernière, la jurisprudence, où on retrouve également ce monstre flasque, agressif, avec la griffe à hauteur du ventre, et avec comme ornement, vous voyez, l'ornement qui comporte des griffes également. C'est un ornement agressif dirigé vers la mère, la jeune femme. La suivante, s'il vous plaît. Ici, on a... Bon, c'est un tableau un peu plus tardif, puisqu'il date de 1909, je vais revenir après, légèrement en arrière, mais je l'ai placé ici parce qu'il s'agit encore, en quelque sorte, c'est dans une filiation thématique, avec le thème de Salomé, de la femme donc castratrice. Vous voyez ici aussi, mais traité quelques années plus tard, c'est-à-dire à partir du moment où l'ornement vient déjà faire corps avec le corps et en partie se substituer au corps. Ce que Klimt, enfin la démarche que Klimt entreprendra à partir de 1906, 1907. La suivante, s'il vous plaît. Avec ce tableau précisément de 1907, qui est à Danaé, est sans doute un des chefs-d'œuvre de Klimt, peut-être un de ses plus beaux tableaux, que je vous montre ici, d'ailleurs de préférence au baiser, qui est trop connu. Pourquoi ? Ce tableau, donc, a été peint à une époque charnière. Klimt se situe dans ce cycle des tableaux sur fond d'or avec le baiser, à une époque charnière parce qu'il vient après les tableaux ou les peintures monumentales pour l'université, pour la frise Beethoven, qui étaient aussi des peintures en quelque sorte engagées ou provocatrices. Et avant une période plus calme où Klimt, étant une sorte d'exil intérieur, s'est retiré, a abandonné la scène publique, en tout cas et le combat public, pour peindre essentiellement des femmes du monde et des paysages. Cette période qui va de 1904 à 1907, ou 9 plutôt précisément, est peut-être la plus intéressante sur le plan stylistique, en tout cas chez Klimt, avec ce tableau de la Danaé qui était extrêmement subtil dans sa composition. Il s'agit d'un thème courant dans l'histoire de l'art, Danaé étant fécondée par
Zeus se transformant en pluie d'or, traité notamment par le Titien dans un tableau célèbre, mais aussi par de nombreux peintres depuis le XVIe siècle. Cette Klimt, ici, à la différence du Titien, isole totalement Danaé, qui est en quelque sorte en suspension. Oui, elle est représentée ici recroquevillée sur elle-même, la cuisse gauche levée, vue en quelque sorte en contre-plongée, alors que la tête et la poitrine sont vues de face, levée dans une position fœtale. Cette impression de suspension fœtale provient de différents éléments. D'une part, bon, la cuisse vue en contre-plongée, qui est dans un mouvement ascensionnel, alors que les pièces d'or, au contraire, chutent. D'autre part, on a aussi le contraste entre le mouvement vertical des pièces d'or, le mouvement au contraire horizontal de la chevelure qui ondule au rythme du plaisir de Danaé. Enfin, et peut-être surtout, sur le plan pictural, la densité des matériaux est inversée par rapport au dispositif traditionnel hérité du Lorrain, c'est-à-dire où les masses foncées sont au premier plan, alors que l'arrière-plan est aérien, et on passe des couleurs foncées aux couleurs claires. Ici, au contraire, le voile au premier plan se trouvait aérien, alors qu'il y a la densité des pièces d'or qui sont peintes avec une incrustation en or, que n'arrive pas à rendre la reproduction, qu'aucune reproduction, aussi réussie soit-elle, ne parvient à rendre, et qui est en quelque sorte une inversion du dispositif traditionnel de la peinture. Le voile également est en quelque sorte soufflé par une sorte de brise de la droite vers la gauche, alors qu'au contraire, la chute des pièces se fait de la gauche vers la droite. Ce sont tous ces éléments qui sont extrêmement subtils et complexes qui donnent précisément cette impression de suspension de Danaé, qui est donc dans ce cercle cerné de blanc qui évoque le liquide amniotique. Tableau un peu plus tardif encore, qui est la dernière période, mais là aussi je l'ai réuni à cause de la thématique, avant de vous montrer des portraits, qui est intitulé La Vierge. Et ici, vous voyez que la jeune fille est prise parce qu'on a ce même mouvement, alors que chez Danaé, on a un mouvement de suspension dans l'espace. Ici, au contraire, on a un mouvement tournant, ondoyant, où là aussi, on a ce contraste entre, d'une part, les têtes et les corps, ou du moins certains corps, qui sont peints de manière réaliste, alors que la robe, le décor, où revient cet élément celtique au premier plan, est peint absolument en aplat, et où on a en quelque sorte confusion du corps et du décor.
cette confusion est encore plus forte enfin, dans ce tableau très étrange qui est de Fritz Riedler, qui date de 1906, ça c'est très proche. Tableau donc d'une dame de la haute société autrichienne. Et dans là aussi le visage est peint de manière naturaliste, la robe sur un mode impressionniste, mais la robe est coupée, cassée par l'élément du décor au premier plan à droite, dont il faut d'ailleurs un certain temps pour s'apercevoir qu'il s'agit d'un fauteuil qui est composé à partir d'ornements eux-mêmes brisés, alors que le fauteuil vient briser précisément la représentation de la robe, du corps, avec cet autre élément décoratif qui se trouve derrière la tête de Fritz Riedler, qui est une sorte de fenêtre. Mais cet élément en fait rappelle étrangement un tableau de Velázquez qui se trouve au musée historique de la ville de Vienne, au Kunsthistorisches Museum, pardon, et qui est d'une infante de Velázquez. Et ici l'ornement de la fenêtre vient prendre la place de la perruque dans le tableau de Velázquez. Donc la citation, en quelque sorte, la référence ou la citation historique est détournée par la voie ornementale. Suivante. Même lorsqu'il n'y a pas une référence, une citation historique ou une référence à un tableau d'un maître ancien, comme c'est le cas ici pour ce tableau ce portrait d'Adèle Bloch-Bauer, qui est de 1907 aussi, on a cette dualité du corps à travers l'ornement. D'une part, là aussi, un corps qui est constitué presque comme le corps d'une statuette égyptienne, et dont l'ornement d'ailleurs est un ornement emprunté à l'art égyptien, une sorte d'œil maquillé, et d'autre part un deuxième corps qui est la robe en corolle, qui rappelle une robe du XVIIIe siècle. Chaque fois, on a là aussi des ornements qui sont extrêmement variés, qui rappellent l'ornement celtique qui se trouve ici à droite, l'ornement donc de l'œil égyptien, qui sont en quelque sorte surimposés et par couches successives, où le corps se confond avec l'ornement et le double. C'est terminé par les paysages, car en fait Klimt a peint autant de paysages pratiquement qu'il n'a peint de femmes. Ici il s'agit d'un des premiers paysages, enfin un paysage assez ancien qui date de 1903, qui se trouve dans la collection Léopold, qui est actuellement le nouveau musée qui a ouvert à Vienne. Et là aussi, enfin, on a quelque chose de très étrange, car si vous remarquez ce
ce tableau, si vous le regardez avec attention, bon, il s'agit d'un peuplier sous leur arbre. On a ce cadrage qui est toujours fait Klimt, qui coupe les arbres, qui fait les premiers tableaux, ces premiers paysages sont des arbres de la forêt viennoise qui sont coupés comme un cadrage photographique. Il s'est servi d'ailleurs sans doute de photographie. Le mouvement du peuplier, mais surtout bon, le ciel orageux, et vous remarquerez que dans ce ciel se découpe la silhouette d'une femme. Qu'on ne repère pas, tout d'abord, il faut un certain temps, la femme est en quelque sorte dissimulée dans le ciel. Là, au contraire, j'allais dire, il s'agit d'un des derniers paysages, enfin dernier non, puisque c'est de 1910, mais de la dernière période, intitulé Le Parc, qui se trouve à New York. Dans la dernière période donc, de sa vie, Klimt a été influencé par les artistes français, et notamment par les pointillistes, par Seurat, par Signac, mais en même temps, il dynamise la technique pointilliste, elle est dynamisée, vitalisée, jusqu'à parvenir presque à un niveau d'abstraction. Si vous regardez ce tableau, vous voyez qu'on repère en fait. Qu'est-ce qu'on repère? Le tronc à gauche, donc au premier plan, la série de petits sapins à droite qui permettent, plus les troncs espacés à l'arrière-plan qui permettent un repérage visuel. Sans quoi, on a ce feuillard, un truc qui rappelle ce qu'on appellera plus tard, dans les années 50, le all-over des artistes abstraits américains. Avec pour seul point de repère, mais il faut un certain temps pour le repérer, c'est-à-dire le tronc d'arbre sur la gauche, qui est la seule trouée à travers le feuillage et qui permet le repérage visuel. Or, il faut un certain temps pour que l'œil parvienne à s'accoutumer et à parvenir à distinguer dans ce fouillis visuel. On a donc une vision qui se déroule dans la durée. Bien, je crois, voilà, c'est sur ce paysage de Klimt, très différent des autres tableaux, que je conclurai cette conférence. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci, je vous passe la parole tout de suite. Merci le temps de retrouver le micro pour enregistrer les questions. Dominique, on a un micro pour la salle? Oui, merci Dominique. Merci en tout cas Yves pour cette première partie, pour cet exposé très rafraîchissant, parce qu'il montre des choses, enfin des angles de vue, en tout cas pour moi, que je n'ai pas et qui permettent d'éclairer les tableaux d'une autre manière. Alors Yves a fait souvent le lapsus entre Klimt et Freud, parce que bien évidemment, quand nous lui avons demandé, quand Emmanuel lui a demandé, et que j'ai renchéri sur le fait de venir ici,
s'exprimer. Bien évidemment, il y a une certaine réserve, inquiétude peut-être vis-à-vis de cette assemblée de psychanalystes. Ils ne sont pas tous psychanalystes. Et par rapport à des questions qui vont venir maintenant et qui pourraient, par les interprétations qui pourraient se développer, réduire un peu cette approche plus esthétique qui est celle de ceux qui s'occupent d'art. Monsieur, s'il vous plaît. Donc on voit tout le travail de Koloman, Moser et d'autres. Et ce passage progressif que vous avez très bien décrit vers une forme, vers une sorte d'abstraction. Mais bon, ça serait une approche purement, purement esthétique, puisqu'en même temps vous avez inséré dans cette problématique la question du devenir du sujet. Bon. Et alors, vers quel genre de sujet va-t-on, puisqu'au fond, ce sujet se dépouillerait progressivement de tout un monde de symboles, de toute une histoire. Il irait vers une abstraction, et me semble-t-il, là, vous suggérez le conflit qui est extrêmement violent entre les tenants du symbolisme auquel Klimt se rattache plus ou moins, et les adversaires acharnés, qui est regroupés autour d'Adolf Loos, de cet univers donc de symboles et de décors. Mais au-delà, bien entendu, on voit que toute la sécession, au-delà de la sécession, toute la modernité viennoise est prise, puisque à travers de Ernst Mach jusqu'à Musil, que je placerai du côté de Loos, le panorama est dessiné. Bon. Mais moi, me semble-t-il, là-dedans, ça pose de façon très aiguë la question de quel individu, quelle société, et quel type de relation entre ces individus. Oui, absolument, je crois. Oui, vous avez tout à fait raison. Il y a le passage, effectivement, entre la période symboliste, qui se situe entre 95 et 97 et 1902-3, et à quelque chose d'autre. Mais ce quelque chose d'autre, qui est effectivement beaucoup plus ornemental, n'est pas de l'ornementation pure, loin de là. C'est-à-dire que l'ornement fait sens et placé dans un contexte tel qui ne vaut pas par lui-même comme décor, mais par rapport à la figure. Alors, même si effectivement on va vers une beaucoup plus grande planéité. Mais en ce qui concerne le sujet, je crois justement, et c'est pour ça, entre autres, que j'ai montré ce tableau, cette peinture de la fresque de la philosophie, qui a dissolution du sujet, qui est un des thèmes dominants dans la Vienne du début du siècle, ou du tournant du siècle, et cela dès le départ, effectivement. Le sujet, en fait, c'est la dissolution du sujet du moi. Alors, soit entre différentes instances, soit cette sorte de vision aussi, n'est-ce pas, de dissolution du sujet qu'on peut trouver chez Schnitzler, par exemple dans le monologue de Mademoiselle Else, chez Musil, bien sûr, que vous avez cité, de l'homme sans qualité, c'est une sorte de sujet flexible, hein, qui est en devenir, et en même temps en devenir et à l'arrêt, enfin, le cas d'Ulrich. En tout cas, ce thème de la
dissolution du sujet, je crois, et qui, à mon avis, prend naissance est formulée pour la première fois chez Marx, elle traverse toute la Vienne du début du siècle. Oui. Pardon? Ernst Mach. Ernst Mach, M-A-C-H. Non, c'est un physicien. C'est lui qui a établi la vitesse du son, mais il n'a pas fait que ça. Il a eu une influence immense. Il est aussi un philosophe, puisqu'il a une doctrine qu'on appelle l'empiriocriticisme. Ça mènerait trop loin de développer. Qui a eu une influence énorme. Je sais qu'effleurer le sujet, l'évoquer. Toujours été, enfin, Einstein a répondu qu'il n'aurait jamais conçu la théorie de la relativité s'il n'avait pas été au départ inspiré par les théories de Mach sur la relativité. Bon, alors voilà, moi je suis ici pour des raisons de pure conjoncture amicale, donc je ne suis pas à ma place. Histoire de l'art, c'est pas ma tasse de thé, je connais pas. Psychanalyse, c'est encore pire, je sais pas de quoi on parle, bon, c'est pas grave. Mais alors ce que je voudrais, c'est parler de l'intérieur au conférencier. Je l'ai écouté, mais vraiment. À titre personnel, je sens que ce monsieur sait de quoi il parle, qu'il vit une expérience que moi j'ai pas eu l'occasion de vivre, et qu'il la vit de façon érudite, intelligente, fine et subtile. Alors tant qu'il parle tout seul, ça va bien. Dès qu'il colle une diapo, ça devient du descriptif. Bon, ça c'est le problème des profs d'histoire de l'art, que par ailleurs, je suis pas naïf, je connais. Bon, mais bon. Alors, moi ce que je voudrais dire vraiment ici, clairement, c'est que suite à des descriptions, je voudrais de la pensée. Et la pensée, vous l'avez dite, mais vous ne l'exprimez pas. C'est ça qui est terrible. Alors, à votre droite ou à votre gauche, vous a dit que vous connaissez des lapsus. Moi, plus vous faites des lapsus, moi je les écoute, ça va de soi. Bon, mais enfin quand même, Freud, machin. Bon. Alors moi, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'à un certain moment, vous avez dit Freud, bon, sur l'art, machin, n'a pas voulu se prononcer et tout. Alors là, bon, on va pas faire un cours maintenant, c'est pas mon métier. Mais il est vrai que Freud est probablement un des plus grands savants qui a touché, mais au mieux, la question de l'art, c'est-à-dire qu'il en a vu les limites. Il a dit ça, je peux vous dire, et ça, je peux pas vous dire. Et ça, c'est top. Bon, en référence, vous lisez le bouquin de Madame Sarah Kaufmann, tout est balisé. Non, j'ai dit qu'il n'a pas touché à l'art moderne. Voilà ce que j'ai dit. À l'art moderne. Mais si, parce que là, par exemple, voyez, moi, ce qui m'intéresse, là, vous êtes dans Klimt, Freud. À la limite, si vous me dites, est-ce qu'il y en a un qui a lu l'autre, ou est-ce qu'il y en a un qui a regardé l'autre, je m'en fiche. Mais quand moi, je vois ce que vous dites, je suis certain qu'ils sont en phase. Et c'est ça que j'aurais aimé que vous montriez beaucoup plus. Alors, par exemple, je ne peux pas prendre tous les tableaux que vous avez énoncés. Alors, je prends seulement Danaé. Vous avez donné une interprétation comme ça, machin, dans le genre, il y a des pièces d'argent, des bidules, enfin bon, c'est la science des rêves. C'est-à-dire, c'est du symbolique rapide. Ben moi, je vous dis que là, Freud a anticipé sur la métapsychologie. Klimt a anticipé, voyez, moi je fais aussi le même lapsus, a anticipé sur la métapsychologie, et il a touché sa bille, mais au-delà. Et c'est ça, vous le dites. Vous voyez que, par exemple, vous voyez cette cuisse absolument extraordinaire qui devient une quasi-colonne avec une tête, un sein déconnecté. Enfin, vous lisez la métapsychologie, c'est écrit. Mais c'est ça qu'il faut dire à un historien de l'art. Parce que là, vous êtes là dans la description, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est chiant. Dites tout ce que vous pensez. Parce que vous pensez mieux que nous. Effectivement, je pense qu'il y a une démarche parallèle. Mais c'est même pas parallèle. Mais c'est. Attendez, ça fait appel à ce qu'on pourrait appeler, comment dire, une. Je sais pas, j'aime pas ces positivistes logiques américains, j'aime pas ça, Wittgenstein, je déteste. Enfin bon, ce qu'on appelle une grande vision du monde.
un truc allemand là énorme, comment ça s'appelle? La Non. Weltanschauung. Bah, oui, mais plus que ça. Je veux pas dire des grossièretés, moi. Bon, mais et donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est Oui. ça qu'il faut montrer. C'est vraiment un ami à toi, ça? Mais c'est pas un ami, on se connaît pas. Nous avons simplement des amis communs. C'est ça, oui. Bon, vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que votre conférence, elle est très très bien parce qu'on sent que vous vibrez, que vous n'êtes pas un imposteur et que c'est authentique. Mais on se dit, mais vibrons avec des concepts et sortez des arguments. Bah allez, je vous redonne la parole. Oui, non, mais absolument. Moi, je pense qu'il y a une démarche parallèle qui est menée de manière extrêmement différente. Car, et c'est pour cela que je n'ai pas voulu. Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés. Ils ont eu des amis, communs. Certaines personnes, en tout cas, bon, Schnitzler était un ami de Klimt, a rencontré Freud, Zweig aussi. Bien sûr, Klimt. mais c'est le Donc, il y a même eu des milieu, c'est passerelles, le même endroit. c'est sûr. Cela dit, il s'agissait aussi de deux tempéraments extrêmement différents. Et je ne voudrais pas faire des rapprochements forcés. Voilà. Alors qu'on peut établir des rapprochements, il y a un parallélisme beaucoup plus fort, évidemment, entre Gustav Klimt et Gustav Mahler. Non, Là. ça c'est d'accord. Mais il n'empêche que Freud, sur les œuvres picturales que vous avez évoquées, il vous dirait, moi je ne peux pas me permettre, parce que Freud c'est peut-être le plus grand épistémologue du sérieux quand il parle de quelque chose. C'est-à-dire qu'il vous dit, moi je sais ce que je peux vous dire, je sais où je me limite, je sais où la psychanalyse ou ce que vous voudrez, c'est salade à lui, ça s'arrête et où ça commence, et je vous dirai jamais au-delà. Et comme il est tellement humble dans cette manière scientifique et intelligente de dire les choses, c'est qu'il va très au-delà de ce qu'il dit. Et il est en phase avec vous. Et vous devez donc vous rencontrer. Voilà, et je rends le micro parce que je peux vous tenir pendant 3 heures. Alors, qui va oser des parallèles entre Freud et Klimt? Qui va oser nouer une approche esthétique et une approche interprétative, donc forcément réductrice psychanalytique? Tu lèves le doigt, Adama, ou tu t'assois? Oui, hein? Attends, prends le micro avant. Non, sinon c'est pas enregistré. Et en plus, on t'entend pas. Je pense à la filiation que vous faites entre Klimt et Schiele, et je pensais tout l'ensemble du tableau que vous avez montré, c'est extrêmement macabre, ce qui est sous-jacent est extrêmement macabre et extrêmement caché, c'est montré caché. Et puis après, chez Schiele, ce n'est plus du tout le cas. Il y a une espèce d'extraction du corps macabre. Et alors moi, je faisais un parallèle, un raccourci avec la filiation Freud-Lucian Freud. Si on veut faire des parallèles à tout train. Oui. Oui, là on n'est plus au fils mais au petit-fils. Oui, mais Entre Klimt et Schiele, on a le père et le fils. Avec Freud, on a le petit-fils. Oui, mais sauf que Klimt et Schiele, c'est pas vraiment c'est des fils spirituels, non? Oui, bien sûr. Tandis que Freud, Oui, c'est un petit-fils naturel. C'est naturel, Oui, donc oui. ça prend 2 générations pour passer. Oui, c'est plus. Oui. plus Non, dur mais à je crois que franchir. vous avez tout. Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. Il y a un élément macabre qui est toujours présent. Cette pulsion de mort qu'on a vu, je crois, dans l'espoir, c'est extrêmement net. Mais dans l'espoir 2, que je n'ai pas montré, qui est sous une forme plus stylisée, mais était tout aussi évidente. Et ça, c'est présent depuis le départ chez Klimt. C'est pour ça, je pense, on a tout à fait tort de réduire, comme on l'a souvent fait, Klimt, un artiste purement hédoniste. Oui, mais c'est complètement contigu, son côté décoratif, son côté or, Oui, absolument. or et son côté dégoûtant. Oui, non mais. Oui, moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur cette idée du corps et de l'ornementation, et
de l'ornementation qui recouvre le corps, de la dissolution de ce corps, de ce moi finalement. On a parlé de la dissolution du moi, de cette disparition du moi ou du corps dans l'ornementation, qui est finalement un effet de surface, de peau, disons, d'ailes de papillon, de surcouleur, de couleur superlative, qui est l'or, c'est-à-dire finalement une sorte de surface de séduction, d'attirance, de merveilleux, de signes qui scintillent. Et je me demande s'il n'y a pas là une sorte d'hystérie de la représentation du corps, quelque chose qui nous attire, qui fait signe, qui est exacerbé, qui est saturé, qui est trop. Et en même temps, je me demande si ce trop, cette surface miroitante, enfin pour certaines toiles, n'est pas en même temps une carapace, une espèce de robe qui vient comme ça, de surface qui vient recouvrir le corps, qui le dissimule, qui le dérobe. Oui. Et si dans ce jeu à la fois de séduction et de retrait, est-ce qu'on n'aurait pas, mais alors là c'est une question, est-ce qu'on n'aurait pas une sorte d'hystérie qui se met en place, hein, de rapport comme ça, Oui. qui serait effectivement... Absolument, oui. Absolument. Et bon, on le voit également dans la Vierge. Puis alors, je crois, on en a même d'une certaine manière la preuve, dans ce corps qui est dérobé et enrobé. Et la preuve, c'est le dernier tableau de Klimt, laissé inachevé et trouvé sur son chevalet au moment de sa mort, représentant une femme nue qu'il était en train d'habiller, c'est-à-dire il y a les poils pubiques et puis dessus il était en train de peindre la robe, mais avait peint une première couche, hein, le pubis. Et là effectivement ça vient tout à fait corroborer ce que tu es en train de dire sur l'enrobement du corps. Alors, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire là, et sur ta réponse, parce que c'est en effet la question que je me pose avec une lecture partiale, c'est-à-dire psychanalytique. Je crois qu'en effet, c'est là toute la question. Et quand on voit en effet le dernier tableau, c'est-à-dire l'épousé, où la façon qu'il a de peindre est de peindre sur une espèce d'abîme noir, qui est le corps de cette épousée, sur laquelle il va peindre et ornementer avec un certain nombre de motifs plus ou moins géométriques, symboliques, compliqués. Bon. Mais il part d'un abîme. Je crois qu'en effet, il a un besoin de mettre une seconde peau face à sa dissolution, la dissolution de son être, et que cette seconde peau est en effet, alors hystérisée, je ne sais pas, je crois que ça va plus loin, c'est une espèce d'idéalisation d'une peau maternelle là, qui le recouvrirait et qui va montrer sa limite. Je veux dire par là que, tu le disais très bien avec Ernst Mach et ce qu'il a donné à Einstein, c'est-à-dire cette notion qu'avait développée Einstein à partir de Mach, c'est-à-dire qu'il y a, en dehors des trois dimensions liées au sens, il y a aussi deux autres dimensions qui donnent tout le sens de la relativité, c'est-à-dire le temps et le psychisme. C'est-à-dire qu'en effet, comme pour Mach ou comme pour Deleuze, nous ne sommes le moi n'existe pas en tant que tel, en tant que structure qui serait décalée de la réalité externe qui l'enveloppe. Il y a plusieurs moi qui sont accordés ou pas accordés avec cet environnement externe et qui existent à un moment, un temps donné et dans un espace psychique donné. C'est la notion des flux de Deleuze. Nous sommes mouvement, vibration, flux, pas quelque chose qui est organisé et qui entrerait en réaction mécanique avec son environnement. Non, nous sommes intégrés à cet environnement, mélangés, agrégés, cristallisés à cet environnement. Mais alors, j'en viens à ce que je veux dire d'un point de vue psychanalytique. Ça nous évoque immédiatement, parce que c'est beau le devenir deleuzien, c'est-à-dire nous pouvons en effet devenir tout un tas de choses en fonction de l'environnement qui est là à côté de nous. On peut aller, alors avec la limite deleuzienne, on peut prendre n'importe quelle drogue, être dans une dissolution totale. Non, attendez, là, vous prenez Deleuze pour vous, gardez-vous-le, vous avez raison, mais à ce moment-là, pas de psychanalyse. Hein. Attendez. Donc, attention, soyons sérieux. On peut prendre n'importe quelle drogue, être dans une dissolution totale du moi et être dans un devenir potentiel qui ne sera jamais limité.
trouve que c'est une illusion, bien sûr. Et que là, on trouve chez Klimt cette idée que cette dissolution du moi qui serait opérante à chaque fois, elle aboutit in fine, en particulier dans les tableaux finaux, y compris les paysages qui sont des autoportraits, à une espèce de sujet qui est incarcéré dans le décor, comme dans une chambre maternelle qui ne veut plus quitter, hein, et que c'est en effet un rêve que cette dissolution, et qu'à un certain moment elle se renverse immédiatement, et que le sujet est en effet agrégé dans cet environnement. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement pour se dégager là, de cette enveloppe incarcérante, mais à la fin il y retourne infiniment. Et tout ce qui est des dimensions de sens, c'est-à-dire tout ce que tu disais, des images érotiques, elles sont majeures dans les ciels, ne feront rien contre cette agrégation, contre ce retour à la fusion maternelle, quoi. Contre cette indifférenciation entre le sujet et le décor, comme chez Vuillard, mais poussé à l'extrême. Par rapport à Vuillard, le sujet et le décor se confondent totalement, le sujet est revenu agrégé dans la matrice maternelle, et c'est pour ça que tout le symbolisme qui est que tu vois Danaé, qui est une espèce d'enfant fœtus fécondé par Zeus, est-ce que c'est l'enfant qui naît de Zeus, ou est-ce que c'est un enfant qui est fécondé par Zeus? Enfin, il y a une indifférenciation du temps, la dimension du temps et du psychisme là, est complètement éclatée. Ou lorsque tu vois une femme enceinte avec le visage de mort, c'est-à-dire de la naissance à la mort en même temps. Le temps interne et le temps externe sont mélangés, sont dans un devenir total. Et à la fin, il y a quand même... C'est des tableaux érotiques, mais où l'érotique est là encore lié à la mort, quoi. C'est des tableaux d'une morbidité terrible. Il n'y a pas d'érotique sans mort. Et la fusion, l'extase, la dissolution du moi dans l'extase érotique aboutit à la mort. À la mort, oui. Non, mais Eros et Thanatos, le couple Eros-Thanatos est toujours présent chez Klimt. Et peut-être encore plus que chez Schiele. D'une manière différente, bien sûr, mais peut-être encore plus, il y a une prégnance plus forte. Et d'autre part, effectivement, en fait, je crois, si je me ris, ce retour matriciel qui est de plus en plus fort chez Klimt, plus il avance en art. Et à partir du moment aussi où le thème de la castration qui est très présent jusqu'en dans la première partie, dans cette partie symboliste, à peu près jusqu'en 1902-1903, et qui ensuite disparaît, plus ou moins, de cet aspect fusionnel. Alors, si tu veux, même si on adore Deleuze, on peut le critiquer, il y a, et pour nous psychiatres, mais c'est bon, une fois qu'on a dit ça, on verra ensuite pour discuter, nuancer, il y a un symptôme clinique majeur chez Klimt, qu'on évoquait avec Emmanuel, c'est qu'il n'y a pas d'autoportrait. Quasiment pas. Et ça, c'est un symptôme. Pour nous, c'est un symptôme. Non, il n'y a pas d'autoportrait du tout. C'est quand même un symptôme. Pour un artiste, c'est un symptôme. Tu connais un autre artiste où il n'y a pas d'autoportrait? Un autre artiste majeur. Pourquoi cet artiste ne fait pas d'autoportrait? Vous avez un autoportrait? Ce qui n'est pas une figure de style, simple. N'importe quoi, monsieur. Pourquoi il y a plein d'artistes qui n'ont pas d'autoportrait? Yves, pourquoi il n'y a pas de... Mais je crois, effectivement, là tu es en train de me donner... Je n'avais jamais pensé à ça. Il faut dire que je n'y avais jamais pensé. Tu me fais penser. Et curieusement, effectivement, parmi les artistes modernes, le thème de l'autoportrait parmi les artistes anciens aussi, pas les artistes effectivement de la Renaissance, enfin mais à partir, disons, à partir du XVIe siècle, on a la plupart du temps des autoportraits. Et surtout, bien sûr... C'est pas vrai, c'est une illusion. Bon, c'est une discussion. C'est historique. Je peux prendre la parole. Nous allons vérifier. Nous vérifierons. Mais j'ai sous les yeux... Non, mais je disais à partir Je peux vous interrompre. Oui. J'ai sous les yeux un livre sur Klimt dans lequel Klimt dit la chose suivante. Il est cité à propos de ce que vous dites. Il n'existe pas d'autoportrait de moi. Je ne m'intéresse pas à ma propre personne en tant qu'objet de tableau. Je m'intéresse plutôt aux autres personnes, surtout féminines et davantage encore à d'autres phénomènes. Je suis convaincu qu'en tant qu'être humain, je ne suis pas une personne très intéressante
Il n'y a rien d'extraordinaire à voir en moi. Je suis peintre et je peins tous les jours, du matin au soir, des figures humaines, des paysages, plus rarement des portraits. Bon, Bravo. Et Oui, alors je voulais juste compléter cette remarque, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'autoportrait. Mais du coup, je m'interrogeais aussi sur la représentation masculine, en tout cas du protagoniste masculin, et de la masculinité dans l'œuvre de Klimt. Et là, je trouve qu'on touche à un terrain assez compliqué. Alors, à la fois parce que, pour rebondir aussi ce qui a été dit tout à l'heure, effectivement, il y a cette dissolution du corps dans le corps, mais on peut remarquer que les visages j'allais dire maternels, les visages féminins sont toujours préservés. Et je suis assez étonnée finalement que jusqu'au bout, les visages ne soient pas exposés comme Klimt aurait pu être tenté de le faire face au courant cubiste abstrait qui montait. Et alors que jusqu'au bout, ça va préserver. L'autre remarque, c'est que la représentation d'hommes qu'on a donc dans les philosophies est une représentation quasi expressionniste. Et c'est la seule avec la tête de la femme, je pense. Oui, oui, absolument. Il y a très peu, tu as tout à fait raison, il y a en fait, la représentation des hommes, elle est essentiellement par le corps et par le dos. À tel point d'ailleurs que je crois, j'ai oublié de le dire en analysant brièvement on voyait mal, c'est pour ça que sur la médecine, il y a un corps d'homme au premier plan qui fait étrangement penser au penseur de Rodin, mais un penseur de Rodin retourné. Et voilà, vu par derrière, on a des corps qui rappellent soit les corps de Rodin qui l'a beaucoup influencé, soit ceux de Michel-Ange. On a très peu de têtes d'hommes, et les têtes d'hommes chez Klimt sont infiniment moins expressives, je pense notamment au baiser, qui est à peu près que les têtes de femmes. Et c'est vrai que là, sur l'évolution de l'œuvre de Klimt, c'est assez frappant de voir, parce que finalement, ses premiers tableaux sont teintés d'expressionnisme, il s'en dégage quand même très rapidement. Et il évolue, comme tu l'as dit, vers quelque chose finalement influencé par le pointillisme, vers une abstraction. On comprend que le dernier tableau soit au moment, en tout cas. Oui, non, ce tableau, en fait, ce paysage qui est très étonnant, oui. Je dirais peut-être le symbolisme plus que l'expressionnisme, mais qui est un symbolisme à connotation expressionniste, qui est déjà, où l'expressionnisme est déjà en germe. Mais lui, ce qui est étonnant, c'est que finalement, par rapport au courant expressionniste viennois qui va arriver quand même très vite, au début du 19e siècle, du 20e siècle, lui va finalement ne pas rentrer du tout là-dedans. Oui, c'est ce rapport très étrange que tu as décrit, je crois, que tu as évoqué dans ta conférence avec Schiele. C'est-à-dire qu'il reconnaît, non seulement Schiele reconnaît en Klimt son père spirituel, mais Klimt reconnaît en Schiele son fils spirituel. C'est-à-dire celui qui poursuit d'une certaine manière son œuvre. Que lui, effectivement, arrête d'une certaine manière à partir de... Enfin, arrête. Il n'arrête pas puisqu'il va vers une autre tendance qui est celle de l'abstraction, mais il n'ira jamais vers l'expressionnisme, alors que Schiele, au contraire, sera le peintre expressionniste autrichien. Alors là, il y a effectivement... c'est la grande différence. Deux itinéraires, deux personnalités qui sont extrêmement différentes. Et je crois que... Mais Klimt a eu aussi, semble-t-il, d'après ce qu'on peut en savoir, à cœur de ne pas imiter le jeune peintre montant qui était Schiele. Oui. Oui, je pensais si on veut associer tableau en tableau, vous avez parlé de Michel-Ange et de Rodin, et si on veut faire une petite passerelle entre Klimt et Freud, on aurait pu parler de Signorelli et des fresques d'Orvieto, de cette
où les corps sont aussi c'est la Là, on revient à Freud. Là. Oui, c'est possible. J'essaie de faire, oui. j'essaie de faire des passerelles. Oui. En fait. Oui, bien sûr, oui. Non, Les mais- corps de seniorité. et notamment, bon, il y a l'art byzantin qui l'a énormément marqué, ce que je ne fais pas. Non, mais je parle d'un côté dégoûtant des corps de la résurrection du monde oui. et de la résurrection du jugement dernier. Je ne sais pas si vous le avez dans l'œil, mais il y a une correspondance dans le traitement du corps. Schiele, Klimt, Signoretti. Voilà un axe à méditer. Oui. De la même façon, plutôt que de dire c'est hystérique, cette façon, se cacher, montrer, etc. Moi, je dirais plutôt que c'est le principe de l'art et de la poésie de donner des choses qui ne se décryptent pas instantanément et qui autorisent un développement méditatif et un développement. Tout n'est pas donné en même temps, tout n'est pas donné sur le même plan, tout n'est pas donné, même si c'est un truc à plat. Les choses ont le temps de se déployer et l'art est de mettre un peu des petits mystères au milieu de l'offert. Oui. Je voudrais revenir un peu sans polémique sur la question de l'autoportrait, parce que vous avez dit aussi quelque chose, je ne pense pas que c'était un lapsus, vous avez dit que le dernier tableau des arbres, il me semble, vous avez dit c'est un autoportrait. La question que je voulais poser, c'est ce que vous avez dit, Monsieur Corcos. Ah oui, non, mais Ah oui. non, Non, mais je voulais dire et demander éventuellement si on a des informations. Bon, je pense qu'il y a un arrêt de la tradition de l'autoportrait pendant une certaine période. Après, ça reprend. Bon, je pensais à la photographie. Bon, c'est assez vraisemblable que le développement de la photo ait fait tomber l'autoportrait, lui enlever un intérêt artistique. Et est-ce qu'il y a... Enfin, c'est... Bon, on peut nous sommes en train de discuter enlever... aujourd'hui sur des points de désaccord, mais on ne croit pas, mais donc... Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur les relations entre la peinture de Klimt et la photographie? On a l'impression que c'est le contraire même de la photographie. Et que, dans le fond, il aurait voulu nier, enfin, comme si ça n'existait pas. Il n'y a pas la photo. Alors que d'autres peintres, y compris les abstraits, etc., se vont beaucoup s'inspirer de la photographie. On a l'impression que chez lui, c'est comme quelque chose qu'il faudrait recouvrir, justement. Oui, non, je crois que vous avez raison. D'une certaine manière, oui, c'est l'antiphotographie. Enfin, il cherche effectivement une peinture figurative qui puisse être aux antipodes, si vous voulez, d'une certaine manière, de la photographie. Ça, c'est vrai. Mais d'autre part, pour les cadrages des paysages, il s'inspire de la photographie, du cadrage photographique. Donc il se sert enfin du moyen de l'appareil photo, et ce dès le début, comme un moyen de cadrage. Mais Avec le micro, s'il vous plaît. Qui ne sont pas psychanalystes, c'est toujours un petit peu, comment dire, irritant d'entendre qu'un acte pictural, qu'il soit fait ou qu'il ne soit pas fait, comme un autoportrait, soit un symptôme. Hein. Ça, c'est vrai que c'est... Bon, c'est moi qui parle oral. C'est irritant. Et pour une partie des psy, merci. Et que donc, c'est vrai qu'on a des réactions qui sont viscérales. Il est vrai que beaucoup d'artistes ont peint donc des autoportraits. Il est vrai aussi qu'il y en a énormément qui n'en ont jamais fait. Et je pense par exemple à toute la peinture abstraite américaine qui me tient à cœur. Et je ne vois pas d'autoportrait, ni de Pollock, ni de Rothko, ni de Beat Reinhardt. Oui, non, mais alors, oui, mais alors, oui, mais alors, ce qui veut dire que peindre une peinture figurative, c'est aussi
c'est aussi produire un certain symptôme, et que donc ceux qui n'en peignent pas à leur manière produisent aussi un certain symptôme qui est de ne pas faire de la peinture figurative, et donc on transforme toute peinture en symptôme. C'est quand même extrêmement réducteur. Là, je crois qu'il s'agit tout de même d'une remarque qui est tout à fait pertinente, qui est extrêmement pertinente. Et on ne se connaissait pas avant. Oui, non, c'est parce non, que... ce n'est pas un symptôme, voilà, c'est le fait. C'est la définition. Oui, non, mais effectivement. C'est la définition du mot symptôme qui pose problème. Non, c'est parce que, oui. Bien sûr, pour ceux qui ne sont pas forcément dans la chose psychiatrique, peut-être que le mot symptôme est beaucoup trop massif et dur. Non, bien sûr. Monsieur, la chose laissez-moi expliquer. Laisse-moi expliquer le symptôme. Ce que je veux vous dire, moi, ça, c'est un symptôme. Attendez, ce que je veux vous dire, très bien. Allez-y. Ce que j'avance est un symptôme. Tout est symptôme. Est un autoportrait. Alors vous dites ça, c'est pas. Toute peinture est un autoportrait. On est bien d'accord. Mais venez pas nous emmerder en nous disant celui-là a fait un non, mais autoportrait. c'est une question de définition. Ça montre votre nullité historique et votre prétention théorique sans objet. Ce qui est important, c'est ce qu'on entend par la définition. Quand on dit symptôme, ça ne veut pas dire quelque chose de maladif, péjoratif, organisé. C'est simplement une mise en acte d'une représentation psychique. C'est tout. Donc on peut dire question si tu veux. Ça ne me dérange pas. Je vais essayer de calmer les débats simplement en mettant en parallèle donc 2 ou 3 peintres autrichiens, c'est-à-dire Klimt, Schiele et peut-être Kokoschka. Effectivement, chez Schiele, on a énormément d'autoportraits. L'autoportrait revient de manière régulière, et y compris d'ailleurs dans un tableau, je crois que tu as analysé, qui est sur les 2 moines, les 2 érémites, le portrait de Klimt et de Schiele, notamment, alors que, bon, chez Kokoschka aussi, le 3e, alors que chez Klimt, effectivement, il n'y a aucun autoportrait. Je crois que ça, c'est... Oui. C'est une question. C'est une question en creux qui mérite d'être posée. Surtout chez Klimt, si on ne pose pas les questions en creux, alors vraiment, Oui, non, je ne sais pas ce qu'on va dire. On va arrêter. Oui, sauf s'il y a une autre question. Non. Mais pour moi, la question du symptôme n'est pas une réduction. C'est pas une réduction. Tout est symptôme. Oh, facile. Oui, j'imagine. C'est comme si on avait posé un diagnostic, une étiquette. Alors qu'on sait. Mais non. On n'a pas dit diagnostic, on n'a pas dit syndrome, on n'a pas dit entité, on a dit symptôme. Symptôme, oui, non, mais pas diagnostic. C'est pas grand-chose. Voilà, c'était la soirée la plus animée du séminaire. Nous recommencerons à faire de la peinture. Merci à tous. À la prochaine fois.